Le puzzle du millénium, assemblé par Yugi qui réveille l'esprit du pharaon prisonnier à l'intérieur après 5000 ans de sommeil. Tout le monde le connaît, c'est l'objet emblématique de Yu-Gi-Oh!, le visage de l'animé. Mais il vient d'où? Dans la dernière saison de l'animé, les héros sont projetés en Égypte antique, au temps où Akhenaten était pharaon. Pour construire son empire, son frère Akhenaten consulte le grimoire du millénium, un livre pouvant lui accorder tout ce qu'il souhaite, à condition de payer un lourd prix, sacrifier 99 âmes. Sans scrupule, Akhenaten monte en secret une armée et se rend dans un village de voleurs non loin. S'ensuit alors un véritable massacre. Le rituel est accompli, le puzzle du millénium est forgé, mais il n'est pas tout seul. Avec lui, 6 autres objets du millénium, reliques magiques au pouvoir immense, mais gardant à jamais en eux les ténèbres des âmes tuées pour leur création. On les connaît comme l'œil de Pégasus, le collier de Bakura et tous les autres, mais le meilleur, c'est lequel? Moi c'est Théromique et aujourd'hui on parle de l'animé, des secrets que renferment les objets du millénium et de celui qui surpasse tous les autres. Est-ce que c'est le puzzle? On va voir. Yo, abonne-toi. Numéro 7, le collier du millénium. D'apparence, c'est juste un bijou en or avec l'œil d'Anubis au milieu. Comme tous les autres objets, après leur création, il a été confié à un membre de la garde rapprochée du roi, les prêtres sacrés. Pendant le règne d'Athènes, donc le pharaon qui est avec Yugi, c'est Isis qui le porte autour du cou. Grâce à lui, elle obtient le pouvoir de clairvoyance. Elle reçoit des visions du passé, du présent et du futur. Elle devient alors une alliée de taille au sein de la cour du jeune roi et s'en sert pour déjouer les plans de groupes d'assassins. Alors c'est sympa, mais il peut faire beaucoup plus. À notre époque, celle qui a le collier s'appelle Shizu. Descendante d'Isis, toujours là pour protéger le pharaon, elle pousse les pouvoirs de ce dernier bien plus loin. Déjà, elle peut partager ses visions avec les autres, les projetant dans les souvenirs d'un ancien temps. Très pratique pour convaincre quelqu'un d'aussi borné que Kaiba qui refuse de croire que l'histoire est en train de se répéter comme il y a 5000 ans. Mais surtout, en duel, elle s'en sert pour anticiper les coups de son adversaire. C'est trop fort. Contre Kaiba, Shizu a l'air imbattable. Avec la puissance du collier, rien ne la surprend. Elle contre chacune de ses cartes puisqu'elle les connaît à l'avance. Maintenant, il va poser une carte face cachée. Et maintenant, je vais poser une carte face cachée. Malheureusement, c'est aussi à ce moment-là que le collier montre ses limites. Le début du duel de Shizu se passe sans accroc. Kaiba accumule les erreurs, il n'a plus qu'à jouer son obélisque comme elle l'a prévu pour qu'elle puisse activer sa carte piège et gagner la partie. Sauf que sur le côté, en train de regarder le duel, t'as Marek. Lui aussi avec un objet du millénium, la baguette, qui entre en résonance avec le collier. Kaiba a alors une vision. Au dernier moment, il décide d'arrêter son attaque et invoque son dragon blanc par-dessus son dieu égyptien. Il vient de changer le futur. Il attaque et gagne. Adieu. C'est l'une des faiblesses des objets du millénium, ils sont très sensibles entre eux. Le collier a un énorme potentiel, mais il est faible en présence d'autres objets, et donc si Shizu affrontait Pégasus ou Yugi, il ne lui servirait à rien. Et surtout, si un duelliste avec l'esprit fort comme Kaiba a réussi à changer le futur, bah en fait, le collier, ce qui te montre, c'est pas le destin certain, mais juste des possibilités qui peuvent arriver. Et ça, en fait, bah n'importe quel bon joueur peut le faire. Shizu est très impressionnante, mais du coup, sa stratégie n'est pas sans faille. Comme numéro 6, la balance du millénium. Beaucoup moins présent dans l'animé, il y a 5000 ans, la balance était entre les mains d'un autre prêtre sacré, Karim. Salut les campeurs et oh les cœurs. Non, pas lui, oh putain, je suis vieux. De tous les objets du millénium, c'est elle qui est le plus inspirée de la mythologie égyptienne. Son détenteur peut, comme Anubis, peser l'âme des gens pour les juger. Tu poses la plume de Maat sur l'un des plateaux et la balance te montre si les péchés de la personne sont trop lourds ou pas. Dans l'animé, ça s'arrête là, un simple indicateur qui manque pas mal de précision. Même face au roi des voleurs, elle panique. Sa part de ténèbres est tellement grande qu'elle n'arrive pas à la peser. Alors que vraiment, c'était pourtant le mec qu'il fallait arrêter tout de suite. Mais bon, Karim s'en sert aussi pour fusionner des créatures dans l'ancêtre des duels de monstres. Un concept intéressant mais qui n'est jamais développé plus que ça. Heureusement, dans le manga, c'est pas tout. Shadi, la personne qui a la balance dans notre époque, s'en sert pour juger les gens, mais surtout pour faire régner la justice. La première fois que l'on voit l'utiliser, c'est avec le conservateur du musée de Domino City. Un homme avide qui a profané la tombe du pharaon et déterré de nombreux
nombreux trésors appartenant à ce dernier pour les exposer. Shady propose alors un jeu simple. Alors ça c'est un truc du manga, en fait les objets du Millennium peuvent lancer des jeux, alors n'importe lesquels, pas seulement des duels de monstres, mais qui font tous infliger au perdant une punition terrible. Il sort sa balance et lui pose des questions, et à chaque fois que le conservateur ment, elle penche de plus en plus. Quand elle touche la table, il a perdu. Sa punition, le royaume des ombres. Alors pas du tout, non, c'est le manga, donc pas de censure. Allez, hop, on transforme ton fauteuil en alligator et tu te fais bouffer la tête. Allez, parfait. Alors c'est cool, mais c'est aussi la seule fois qu'on le voit faire quelque chose comme ça. C'est aussi assez situationnel. Là, son adversaire est débile et ne fait que mentir, mais contre quelqu'un de plus intelligent, le jeu de la balance pourrait très bien se retourner contre toi. Toute seule, elle ne sert pas à grand chose, mais heureusement, Shady a un deuxième objet. Numéro 5, la clé du Millennium. Rocky? Alors celle-là est un peu spéciale. À l'époque du pharaon, c'est d'abord Shimon qui l'a, l'ancêtre du grand-père de Yugi. Ensuite, elle est confiée à Shada avant d'arriver entre les mains de Shady. C'est l'objet qui a servi à sceller Exodia, le monstre tellement puissant qui te fait gagner si tu assembles les 5 parties. Contre Zork, lors du combat final, Shimon s'en sert pour libérer Exodia et protéger l'Égypte. C'est aussi un des rares objets à avoir sa propre carte, l'Ankh millénaire. Sortie il y a quelques mois, elle sert à invoquer l'incarné de l'instoppable Exodia, un gigantesque monstre trop stylé. Malheureusement, dans l'animé, ce n'est que temporaire. La clé draine l'énergie vitale de son porteur, ça limite beaucoup son pouvoir, et Shimon y perd la vie. Un outil incroyable, mais très dangereux. Heureusement, c'est pas son seul pouvoir. À la fin de l'anime Yu-Gi-Oh, on apprend que depuis le début, Shady est mort, il a été tué par Bakura. Mais grâce au pouvoir de la clé, il est resté sur Terre en tant qu'esprit. Ça lui permet de faire plein de trucs de fantôme, genre apparaître et disparaître quand il veut, comme pour sauver Tristan et Duke d'une mort certaine. Il peut aussi communiquer par télépathie, mais son vrai pouvoir, dans l'anime comme dans le manga, c'est accéder aux chambres de l'esprit. Un endroit magique que la clé ouvre dans la tête des gens, une représentation de leur âme, et une fois qu'on est dedans, on peut l'arranger comme on veut pour modifier leur personnalité. Shady fait ça à un archéologue et à Théa en les transformant tous les deux en des marionnettes dociles. Un pouvoir diabolique, il menace même Yugi de les laisser comme ça à jamais. Heureusement, c'était juste un test pour faire apparaître le pharaon. C'est drôle parce que Shady n'est pas un méchant, mais il a tout pour l'être. Enfin, transformer ses ennemis en légumes, c'est terrifiant. Heureusement, ça a des limites. Par exemple, tu peux pas le faire par surprise, le mec peut tenter de se défendre et d'y résister. Et également contre les objets du Millennium, bah ça sert à rien. Même si elle a un énorme potentiel, si la clé est aussi basse, c'est parce qu'on ne la voit pas souvent. Mais entre de mauvaises mains, elle aurait pu faire des ravages. Parce qu'un objet du Millennium au service du mal, ça peut aller très loin. Et justement... Numéro 4, l'œil du Millennium. Mais si tu réussis l'épreuve, il te donnera le pouvoir de voir plus que tu n'as jamais vu. Et si j'échoue à cette épreuve? C'est que tu n'es pas destiné à le posséder, et ce qui t'attend alors ne sont que d'inimaginables et terribles cauchemars. Tout le monde se rappelle de cette terreur dès le deuxième épisode, lorsque Pegasus dévoile son œil et tous les pouvoirs obscurs qui viennent avec. Direct, il lance un jeu des ombres à travers une télé et lorsqu'il le gagne, met l'âme du grand-père de Yugi dans une carte. L'histoire de Yu-Gi-Oh vient de commencer. A l'origine, l'œil appartenait à Akhenaten, le frère de l'ancien pharaon. Quand il crée les 7 objets, l'esprit de Zork s'éveille et s'apprête à le broyer vivant. Akhenaten n'a d'autre choix que de se greffer lui-même l'œil du Millennium et d'utiliser ses pouvoirs pour le repousser. Donc déjà, il est capable de repousser le grand méchant, les ténèbres ultimes. C'est pas mal. Après ça, Akhenaten l'utilise principalement pendant les procès du Millennium. Il nettoie l'âme des gens après les avoir sondés de l'intérieur. Donc tu es méchant, arrête. À notre époque, Pegasus, lui, s'en sert pour lire dans les pensées et souvenirs de quiconque croise son regard. Et donc, de voir les cartes de son adversaire. Très utile pour, gagner. Heureusement, il est pas complètement méchant, il veut juste ramener sa femme à la vie. C'est le pouvoir ultime de l'œil, il réalise un des vœux de son porteur. Alors ça c'est que dans le manga et même là c'est pas très clair, mais si c'est vrai, alors c'est cheaté. Le seul vrai défaut de l'œil, c'est le sacrifice que tu dois faire pour l'utiliser.
Quand Pegasus le reçoit, il se le fait littéralement planter dans le crâne, et il perd son œil original, donc une fois que tu l'as, il n'y a pas de retour en arrière. Dans le manga, après la fin du royaume des duellistes, c'est exactement ce qui arrive à Pegasus après que Bakura le lui vole. Dans l'anime, ils font juste un concours de laser et Pegasus, il s'en sort, il va juste à l'hôpital mais ça va bien. Par contre, non, vraiment, Kazuki Takahashi, il a aucune barrière, il s'en bat les couilles. Et si Bakura y arrive, c'est grâce à numéro 3, l'anneau du millénium. Un jour, il y a 5000 ans, un pauvre enfant assiste à la destruction de son village et au massacre de tous ses proches. Le responsable, c'est lui, le roi d'Égypte, avide de puissance, prêt à toutes les horreurs, dans un seul but: forger les objets du millénium. Seul et persuadé que c'est le pharaon lui-même qui a ordonné ce carnage, le cœur de l'enfant s'emplit de haine et de rancœur. Son âme se noircit et le garçon apeuré devient alors le roi des voleurs. Ton règne s'achève, Pharaon. Il tente de s'emparer de l'anneau en tuant Mahad, son porteur original. Il part ensuite tuer Atem, mais échoue. Son âme se retrouve scellée aux côtés de Zork dans l'anneau du millénium. Dans le présent, l'objet tombe entre les mains de Bakura, un pote de Yugi tout à fait sympathique et qui se retrouve lui aussi avec une double personnalité, Yami Bakura. L'opposé du pharaon, il n'a qu'un seul but, rassembler tous les objets et réveiller le seigneur des ténèbres. Et pour ça, l'anneau est parfait. Tel le compas de Jack Sparrow, ses pointes montrent la direction de ce que l'on désire le plus. Et surtout, tu ne peux ni le perdre, ni t'en débarrasser. À plusieurs moments, Bakura tente de s'en séparer, mais il revient. Dans le manga, pour être sûr de garder Bakura sous son emprise, l'anneau va jusqu'à se planter dans son torse et bien s'y accrocher. Oh. En plus, un peu comme l'œil, tu peux enfermer l'âme de tes victimes dans des objets. Dans le manga, Bakura s'en sert pour mettre les esprits de Yugi et de ses amis dans des figurines de jeux de plateau. L'anneau est unique dans le sens où il a plein de petits pouvoirs secondaires. Par exemple, à un moment, Bakura met un morceau de son âme dans le puzzle de Yugi pour tenter de le posséder de l'intérieur. Heureusement, ça ne marche pas, mais on n'est pas passé loin du désastre. L'anneau peut aussi paralyser ou alors faire tomber des gens inconscients, et aussi il tire des lasers. Voilà, c'est comme ça qu'il tue Shadi, enfin qui a besoin de duel en fait. Mais le vrai pouvoir de l'anneau, c'est surtout de pouvoir accéder au royaume des ombres, et donc de faire des duels des ombres, les parties les plus dangereuses où tu peux perdre la vie. Mais ça, c'est la spécialité de numéro 2, la baguette du millénium. Seul Marek peut brandir la baguette du millénium et se servir de ses pouvoirs. Au tout début, elle appartient à Seto, l'ancêtre de Kaiba, qui s'en sert pour créer les prémices des duels de monstres. Il enferme les âmes de différentes créatures dans des tablettes de pierre pouvant être réinvoquées par la suite. Mais elle peut faire bien plus. Tellement plus. La baguette a elle aussi une grande part de ténèbres. Quand elle tombe entre les mains de Marek, sa colère et son mépris prennent le dessus. Il devient alors Yami Marek, le meilleur méchant de toute la série. Pendant tout l'arc de Batailleville, il s'en sert pour semer le chaos, notamment en contrôlant des gens à distance. On le découvre avec Bandiken, transformé en marionnette. Bref, en fait c'est la clé du millénium, mais en mieux. En plus, Marek peut voir ce que ses victimes voient, et donc planifier des stratégies bien à l'avance. C'est pour ça qu'il tient aussi longtemps, même lorsque tout le monde est à ses trousses. Il prend possession de Joey pour le forcer à faire un duel contre Yugi. Il lave le cerveau de Théa et Bakura pour en faire des espions, et surtout, il torture Joey et Mai dans d'horribles jeux des ombres. Dans l'animé, à chaque fois que cette dernière perd des points de vie, la baguette lui fait oublier un de ses proches, la noyant dans la solitude et l'abandon. Dans le manga, c'est plus direct. Chaque coup infligé à un monstre va créer de vraies blessures au duelliste. Et surtout, une fois qu'il a gagné, Marek ne va pas juste enfermer Mai dans une vision, il envoie des insectes lentement dévorer son cerveau. Les héros n'ont que 24 heures pour la libérer. Un objet terrifiant, et si jamais tout ça, ça suffit pas, la baguette a une lame cachée. Pratique quand on veut tuer quelqu'un sans même lancer un jeu des ombres qu'on risque de perdre. Non bah ok, bah à ce niveau-là, moi je vous présente mon objet, le pistolet du millénium. Allez, boum, boum Kaiba. Paf, paf. Heureusement, au-dessus de la baguette, tu as, numéro 1, le puzzle du millénium. Un jour, le jeune Yugi reçoit une boîte avec un puzzle complexe dedans. Il est dit que celui qui saura le résoudre se verra accorder un vœu. Pendant 8 ans, il essaye de le reconstruire, mais sans succès.
Jusqu'au jour où tout clique. Yugi perce les secrets du puzzle et libère l'esprit du pharaon. Il souhaite alors avoir un vrai ami. Vœu exaucé, à partir de maintenant, il est coaché par le meilleur dueliste de l'histoire. Voilà, c'est pas mal comme avantage, moi j'aime bien, ça me semble faire. Surtout, il est pas juste fort au duel de monstres. Dans le manga, le pharaon est le roi de tous les jeux. Et pour punir ses adversaires, il n'a aucun scrupule. On le voit lancer des illusions, plonger des gens dans le coma, rendre aveugle, relever la laideur de l'âme des gens, enfermer des personnes dans des cartes. Vous êtes sûr que c'est un gentil Dans l'anime, le pouvoir principal du puzzle, c'est sa résistance aux autres objets. La clé de Shadi n'a aucun effet sur Yugi et va même se retourner contre lui quand il tente d'accéder à la chambre de son esprit. Il se retrouve enfermé dans un labyrinthe psychique rempli de pièges mortels. Même chose, Bakura n'arrive jamais à le posséder, et en mettant le puzzle autour du cou de Joey, Yugi le libère de l'emprise mentale de Marek. Cette protection surpuissante ne vient pas de nulle part. Sur les 7 objets du Millennium, 3 objets penchent plus vers la lumière et 3 vers les ténèbres. Le puzzle est l'équilibre entre tous, fait pour stabiliser toutes ces énergies. Un seul objet pour les gouverner tous. Bon, si c'était que ça, en lui-même le puzzle ne ferait pas grand-chose, mais il a un pouvoir secret. À la fin de la dernière saison, Zork, au sommet de sa puissance, est sur le point de conquérir l'Égypte et plonger le monde dans les ténèbres. Tout a l'air perdu, mais au dernier moment, le pharaon se rappelle de son vrai nom, Atem, la clé qui lui manquait pour débloquer toute la puissance du puzzle. En pleine maîtrise de ses pouvoirs, il ramène les 3 dieux égyptiens, Obélisque, Slifer et Ra. Gardiens du royaume, ils obéissent à la volonté du pharaon et affrontent le maître des ténèbres. Donc déjà, le puzzle maîtrise les 3 dieux. Alors c'est fort, mais c'est pas tout. Zork est inarrêtable. Même à 3 contre 1, il écrase les dieux. Le pharaon décide alors de les fusionner. Ra, Slifer et Obélisque s'unissent pour donner naissance à Olakti, le créateur de lumière. La divinité la plus puissante de la création, l'antithèse de Zork, qui se fait désintégrer sur le champ. Voilà la vraie puissance du puzzle du Millennium. Il peut littéralement invoquer Dieu. Un Deus Ex Machina que rien ne peut surpasser. Numéro 0, le cube du Millennium. Le 8e objet du Millennium. C'était absolument pas prévu, mais c'est le concept du film Yu-Gi-Oh! Dark Sides of Dimensions. Sorti en 2016, il se passe bien après que Yugi et le pharaon aient livré leur dernier duel. La vie suit doucement son cours pour les jeunes lycéens, sauf pour Kaiba. Toujours obsédé par Yami Yugi, il déterre les objets du Millennium, pourtant scellés depuis la fin de l'anime, pour tenter de ramener son rival légendaire. Ça ne plaît pas à un certain Aegami, chef d'une bande d'orphelins recueillis par Shadi qui a reçu de ce dernier un étrange objet, le cube du Millennium. On ne sait pas exactement d'où il vient, mais ses pouvoirs sont terrifiants. Déjà, il peut modifier la mémoire des gens et même celle des autres détenteurs d'objets du Millennium. Comme ça, Aegami arrive à se faire passer pour un camarade de classe et ami de Yugi sans que ce dernier ne se doute de quoi que ce soit. Surtout, le cube maîtrise les dimensions. Tant qu'il le tient en main, Aegami peut se téléporter comme bon lui semble à travers les différents univers qu'il a créés, ou alors envoyer ses victimes dans une autre dimension, une manière de les faire disparaître pour de bon. Aegami s'en sert aussi de manière plus subtile, comme quand il envoie Joey dans une dimension où personne n'a conscience qu'il existe. Une torture psychologique qui manque de le faire disparaître dans le néant. Heureusement, au dernier moment, on utilise le puzzle du Millennium pour le sauver parce que bon, on n'allait quand même pas tuer Joey, mais quand même, ça reste terrifiant. Mais si le cube est si particulier, c'est qu'il a son propre jeu des ombres. Quand Aegami affronte Kaiba, il le plonge dans un duel dimensionnel. Déjà, c'est ta puissance mentale qui fait monter l'attaque de tes monstres, et si l'un d'entre eux est détruit, alors tu prends sa puissance directement en dégâts. Donc plus ta créature est grosse, plus c'est risqué. Alors dit comme ça c'est cool, mais là le mec a décidé de faire une bataille d'ego contre Seto Kaiba. Mauvaise idée. Bref, c'est un peu une sorte de catalyseur qui décuple les pouvoirs de son porteur sans vraie limite. Malheureusement, Aegami n'a pas les meilleures intentions. Chef d'un groupe d'orphelins, en grandissant, il découvre le monde et ses horreurs, ses guerres, ses famines et l'oppression du grand capital. Il décide de punir l'humanité pour ses crimes et d'offrir le bonheur à seulement quelques élus. Pour ça, il récupère l'anneau du Millennium et assimile la haine de l'esprit à l'intérieur. Yugi et Kaiba tentent de l'arrêter. Poussé dans ses derniers retranchements,
Aegami se transforme en une abomination et commence à effacer tout le monde de la dimension. Le début d'un duel épique qui se termine par un retour mythique du pharaon. En plus de ces combats incroyables, Dark Side of Dimension était une proposition audacieuse. Un 8e objet du Millennium, ça aurait pu être, oh non, la goutte de trop, de l'abus, mais en vrai, bah c'est très cool. Il nous fait explorer d'autres pans d'une histoire bien plus vaste qu'on ne pourrait le croire. Si le puzzle, l'œil, la baguette et les autres sont si présents dans nos esprits, même des années plus tard, c'est qu'ils nous font rêver. Ces objets entretiennent un mystère, une mythologie. Gamins ont passé des heures à se demander quelle était l'étendue véritable de leur pouvoir. C'est la force de Yu-Gi-Oh! Bien plus qu'une histoire de cartes, il nous plonge dans un univers unique et profond, que même 25 ans plus tard, on continue de redécouvrir. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Théromique. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, abonnez-vous, dites-moi en commentaire ce que vous voulez pour les prochains épisodes. Nous on se retrouve très vite, croyez en l'âme des cartes, à la prochaine.